Depuis 4 ans, rien n'a bougé. Alors excusez-moi, une diplomatie, c'est fait pour avoir des résultats. Les prophéties qui ne se réalisent pas, c'est mon travail. Mais je peux toujours vous donner des tas de prophéties qui se réaliseront à la fin du monde. Personne ne me le reprochera. Mais une diplomatie, elle est faite pour agir sur place, sur le terrain. Nous ne bougeons plus. Nous sommes dans l'impasse en Syrie. Et beaucoup de problèmes sont nés là. Et bien, quand nous sommes dans l'impasse, il faut remettre une diplomatie sur la table et reprendre les choses. Tout cela n'est pas né aussi silencieusement qu'on veut le dire. Je souligne que les évêques de Syrie l'avaient prédit, que les évêques de Syrie avaient dit ce qui allait se passer, et qu'ils ont été écoutés avec un certain mépris, une certaine condescendance de ceux qui auraient dû pourtant les écouter davantage et prendre en compte ce qu'ils disaient. Ce groupe n'est pas né tout seul, il a été aidé. Il a été aidé. Je demande une enquête internationale pour savoir qui a aidé ce groupe. J'en ai assez de ces conversations de salon où on dit pas trop fort, il ne faut pas que ça s'entende. Peut-être ce seraient des gens du Qatar, peut-être ce seraient des gens de l'Arabie Saoudite, peut-être la Turquie. Mais ne le dites pas trop fort pour que ça ne s'entende pas. Si réellement ces pays n'ont rien à se reprocher, ils n'ont rien à craindre d'une commission d'enquête internationale. Nous ne pouvons pas continuer à faire gentil avec des pays dont on sait que par ailleurs, ils servent au financement, aux approvisionnements d'armes, par derrière des gens qui nous combattent et que nous voulons comme européenne. Comment se fait-il qu'on ait laissé les armes, les financements et les djihadistes traverser la Turquie? Comment est-ce qu'on n'a pas pu s'inquiéter plus clairement que tout d'un coup, les cités qui sont au nord de la frontière entre la Turquie et la Syrie sont tout d'un coup devenues des objets de destination touristique? Est-ce qu'on ne pouvait pas tout de même se poser quelques questions? Il a été bien tard le moment où enfin on a entendu que la Turquie commençait à filtrer les personnes qui passaient dans un sens dans ce drame humanitaire que représente le Kurdistan aujourd'hui. Si je salue la venue de M. Fabius, la venue de notre président, la venue des hommes politiques de nombreux partis qui ont fait le déplacement, aussi bien en Kurdistan qu'à Bagdad, je suis tout de même étonné d'avoir aussi peu de responsables de la diplomatie européenne qui soient venus voir les choses depuis les chrétiens entre les mains des Kurdes. Il y a tout de même une histoire faite de situations extrêmement difficiles. Les chrétiens ont le droit d'être autre chose que les sujets des uns ou des autres. Ils doivent exister par eux-mêmes et il faut les prendre comme eux-mêmes. Il y a génocide des chrétiens, c'est M. Fabius qui l'a dit, génocide des Yézidis. Donc il est évident que la justice internationale doit se saisir de ce problème en tant que tel. Nous devons savoir aussi que la question militaire, même si elle est parfois nécessaire face au terrorisme, ce n'est même plus du djihadisme, c'est le terrorisme par cruauté mise en image. Quand il y a des terroristes dans un avion, on ne se pose pas difficilement les questions des droits de l'homme avant d'intervenir, pour neutraliser ces terroristes. On laisse encore moins monter les gens dans l'avion si on sait qu'il y a des terroristes dans le cockpit. Voilà où on en est. Eh bien, il faut, devant des terroristes, l'usage de la force. Je suis prêt, je ne suis pas un battant-guerre, c'est pas mon travail, c'est pas voilà, je ne suis pas là pour cela. Mais il y a des moments où la force doit intervenir, certes encadrée, régulée, selon des règles que vous connaissez bien, mais il faut, hélas, l'usage de la force pour neutraliser ces groupes. Mais si nous nous contentons de les neutraliser en Irak et de les laisser en Syrie, ça ne sert absolument à rien. Ils ont montré qu'en une matinée, ils pouvaient franchir la frontière et prendre possession de Mossoul. C'était un drame plus grand. Il est clair que si les Américains n'étaient pas intervenus, le Kurdistan pouvait basculer. Il y avait un risque sérieux que Erbil bascule. Et ça aurait été un bain de sang, ça aurait été des centaines de milliers de morts. Et si nous n'intervenons pas, c'est la ville d'Alep qui est menacée, qui risque de basculer. Ça peut aussi être, si Alep bascule, des centaines de milliers de morts. Voilà. Donc, il faut une action militaire. Mais nous savons que ce n'est pas comme cela que la solution viendra. Et donc, nous devons nous interroger. Quel est le plan que nous avons pour ces sociétés? Quel projet avons-nous à partager? Non pas d'ailleurs à nous mettre, nous-mêmes occidentaux, à faire un projet pour ces populations, mais laisser ces populations avoir suffisamment d'indépendance pour avoir leur propre plan et nous à leur côté. Quel est le plan? Quel est le projet? Quel est le projet pour la bande de Gaza?
On voit bien qu'on est dans une impasse, mais quel est le plan? Qu'est-ce qui peut redonner aujourd'hui espérance à un habitant de Gaza qui a 25 ans aujourd'hui pour qu'il fasse autre chose que d'envoyer des missiles? Quel est le projet pour cette société? Quel est le modèle politique? Je dis à nos amis d'Orient, vous devez pouvoir mettre sur pied un modèle qui vous convienne. C'est le plus mauvais des mauvais. C'est un très mauvais modèle, mais c'est le moins mauvais. Qu'est-ce qu'il y a eu de ça? Je ne sais plus. Merci. Bon, il y a d'autres modèles démocratiques que ceux qui sont chez nous. Il ne s'agit pas d'exporter un modèle occidental. Mais enfin, il faudrait essayer de trouver un projet en évitant que le même homme soit au pouvoir pendant 30 ans, parce que forcément, la nature humaine étant ce qu'elle est, il est forcément corrompu, il est forcé de finir par s'appuyer sur des polices politiques, il est forcé de ne pas avoir recours à un véritable renouvellement, il est forcé d'étouffer ce qui pourrait être une classe politique. Alors, quel est le modèle politique pour ces sociétés? Quelle est la solution économique? Le printemps arabe continue à penser que ça pourrait être un printemps, même si l'hiver approche. A commencé parce qu'un marchand en Tunisie a été immolé par le feu parce qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts sur le plan financier. Quel est le modèle économique? Comment est-ce que ces pays, dans leur immense population, peuvent rester en retrait du développement économique? Comment comprendre dans cette région arabe que nous voyons des richesses indécentes? Pourquoi y a-t-il des gens qui sont obligés d'avoir dans leur salle de bain une robinetterie en or massif à côté de misères qui sont non moins indécentes? Car il y a de l'argent dans le monde arabe. Pourquoi est-il aussi mal réparti? Quelle est notre complicité à nous occidentaux dans cette mauvaise répartition? J'ai encore 20 secondes pour dire que oui, la solution c'est bien le maintien des chrétiens sur place. Nous comprenons que les gens veuillent partir, veuillent quitter. Si j'étais père de famille sur les trottoirs d'Erbil où il faisait 50 degrés il y a quelques semaines, où nous entrons dans un hiver qui peut être redoutable maintenant, si j'avais des enfants, des parents âgés, des malades, bien sûr que je désirerais entrer en France et quitter l'Irak. Mais nous savons bien aussi que la France n'accueillera pas les 400 000 chrétiens d'Irak. Nous savons aussi que si nous le faisons derrière les chrétiens, il y aura les yézidis. Allons-nous, dans nos républiques, accueillir les 400 000 chrétiens, mais fermer la porte aux 300 000 yézidis et aux chiites qui sont minoritaires dans le nord de l'Irak et aux turcomans, etc. Ce n'est pas la solution acceptable. D'autant que si nous parvenions à vider l'Irak de ses minorités, d'abord nous aurons fait avec gentillesse, diplomatie et sourire ce que les terroristes font par la cruauté. Il faut quand même que ça nous interroge un petit peu. Est-ce que nous pouvons quand même être dans une continuité d'action avec eux? Ensuite, l'Irak va s'affaiblir considérablement et se raidira sur son groupe majoritaire. De même que si la Syrie est vidée de ses minorités, elle va se raidir de manière identitaire sur son groupe majoritaire, etc., etc. Ce sera la guerre assurée dans les années qui viennent. Et je pense que nous, Européens, nous commençons à comprendre que nous sommes unis par la Méditerranée. Ne croyons pas qu'il pourra y avoir des conflits dans le sud de la Méditerranée et que nous pourrons vivre sagement dans notre Europe à essayer de travailler à la croissance économique vers laquelle nous tendons. Fin de mon discours politique. Voilà.